Bonjour à tous, bon lundi, mesdames, messieurs, c'est la revue des grandes unes avec la nouvelle expression qui parle de Bafoussam, des magistrats dans des salles draps. C'est le titre proposé par le journal ce matin. Des victimes de cambriolage viennent donc de saisir la CONAC, le Premier ministre et notamment le ministre de la Justice, garde des Sceaux, pour dénoncer le rôle trouble des autorités judiciaires dans la libération de leurs présumés bourreaux. C'est en page 2 du journal. Le journal parle également du Cameroun avec une question. Jean-Michel Nietzsche peut-il sauver le Social Democratic Front? En page 3 du journal également. Le journal parle aussi de l'élection à la CAF avec Seydou Njoya au rattrapage. Le président de la Fédération camerounaise de football devra donc être auditionné avant que sa candidature ne soit donc validée. C'est en page 4 du journal. Et puis on parle de la carte nationale d'identité. Les 3 millions de fausses identités donc à découvrir dans le journal, et aussi le terrorisme avec un week-end noir. Dans la même journée du 8 janvier 2021, le Boko Haram et les sécessionnistes anglophones ont d'ailleurs fait au total 18 morts. C'est ce que le journal propose en page 6. On peut découvrir tout cela ce matin sur Faites un tour en kiosque. Le journal du ciel, pour sa part, parle de terrorisme aussi. Hommage aux 13 victimes de Mozogo. C'est en page 3 du journal. Le journal s'intéresse également à l'extrême nord avec 402 000 élèves sans acte de naissance. En page 4 du journal, on parle également de la priorité de la commune, des priorités de la commune de Mokolo en 2021. Elles sont là, ces priorités. Et également aussi, on parle de la santé publique avec l'année 2020 en 10 visages et clichés, selon bien notamment le ministre de la Santé publique, Malachi Manaouda. Donc, ça à lire ce matin. L'autre journal disponible en kiosque, c'est également Indépendant, Intégration, qui parle d'enquête à Yaoundé avec la vie des 119 cadavres abandonnés donc à l'hôpital central de Yaoundé. Je vous invite à parcourir le journal et surtout le sujet en question. On parle également de l'unité nationale Ernest Ouandié, le dernier Mohican, à lire dans le journal en page 9. Et on s'intéresse au CHAN de l'intégration, à lire dans le journal ce matin, dans un dossier de la page 5 à la page 7, donc de intégration disponible en kiosque. Le journal indépendant qui en kiosque parle de Douala avec des loges, avec ces loges qui nous gouvernent carrément. C'est un dossier que je vous invite également à lire en page 4 et 5 du journal. Le journal parle aussi du CHAN 2021, couverture sécuritaire maximale, c'est en page 12 de ce numéro, en kiosque ce matin également. Toujours dans la presse, il y a mutation qui parle de crise sécuritaire. Janvier vire donc au rouge, avec des chiffres également, aussi des informations à dire. 12 morts vendredi à l'extrême nord. Et là, suite donc à une attaque de Boko Haram, un raid de sécessionnistes donc fait 6 morts à l'ouest de Cameroun. Et là, début d'année dans le sens, le journal qui le dit. Le journal parle également de la carte nationale d'identité et nous apprend que c'est la pièce à rebondissement en page 4 du journal. Et on s'intéresse aussi à la sélection des Lions à prime. Le pré-CHAN donc fait déchanter. C'est ce que le journal nous apprend aussi en page 15 ce matin. C'est mutation qui titre ainsi. Alors l'autre journal, c'est le quotidien Le Messager qui parle de Missolé, cette localité où Ferdinand Gongo et bien entendu Yébéa ici trouble l'ordre public. C'est ce que le journal propose. À la suite de tout cela, et on parle à l'origine justement de ces titres fonciers frauduleusement établis au profit de la collectivité de Konjok au mépris de la loi en vigueur en matière domaniale. C'est dans le journal en page 4 du quotidien Le Messager ce matin. Le Messager qui parle également de la crise anglophone avec 6 morts à Babadjou. C'est à découvrir également dans le journal disponible en kiosque qui parle aussi de licenciement des agents de sécurité à Yaoundé. Jacques Famendongo met la pression sur Minkwaché, c'est en page 6 du journal. En kiosque ce matin, c'est le quotidien Le Messager. Le quotidien Le Jour, pour sa part, s'intéresse aux communes, villes et unies du Cameroun. Le pari d'Augustin Tamba, il fait le tour de plusieurs régions et il rencontre également plusieurs acteurs, notamment les maires, pour leur dire quelle est donc sa logique et ce qu'il entend faire pour améliorer les conditions de vie des maires et aussi apporter également quelque chose de positif à la suite donc de cette décentralisation. C'est dans le journal ce matin, le quotidien Le
jours, qui parle aussi du CHAN. Les Lions A prime, donc ont-ils le niveau de cette compétition? C'est une question que je vous invite également, en fait, avec la réponse à lire dans le journal. En page 4 aussi, le journal parle de la police qui s'exprime à la suite notamment de la carte nationale d'identité, qui est une denrée rare depuis quelques jours pour certains, malgré notamment la sortie du secrétaire général de la délégation générale à la Sûreté nationale. Le journal s'intéresse aussi à Émergence en kiosque qui parle du fisc Mopa Fauting face donc à la réforme du paiement des impôts et taxes. C'est à lire en page 7 du journal Émergence. Émergence en kiosque également parle du Covid-19. Question autour de l'acquisition du vaccin par le Cameroun. C'est une enquête menée par le tabloïd que je vous invite à découvrir. Le journal s'intéresse à autre chose aussi, parlant notamment de Marie Mbala Biloa. Le Covid-19 a asphyxié les Bayam-Selam, donc il faut relancer les activités de ce côté-là. C'est dans le journal Émergence de ce matin. Cameroun Tribune parle de réfugiés de la crise sécuritaire en République centrafricaine. Paul Biya, solidaire. C'est le titre proposé par le journal pour dire que le ministre de l'administration territoriale était donc de ce côté. Environ 4500 personnes donc, ayant bénéficié ou alors trouvé refuge de ce côté ont bénéficié également de l'appui du chef de l'État en présence du ministre de l'administration territoriale et quelques autres autorités. C'est à découvrir dans le dossier proposé par le journal Cameroun Tribune qui a également d'autres informations ce matin. Le journal Le Soir hebdomadaire parle de selon une proche du Sérail. Donc voici ce qui poussera Paul Biya à chasser certains ou ses ministres du gouvernement. Il y a notamment un texte que je vous invite à parcourir. Tous les faits qui les accablent sont déjà sur la table du président de la République. C'est en page 3 du journal, Le Soir hebdomadaire, qui a également d'autres informations ce matin à lire aussi. Et puis le journal L'Équation, qui est un kiosque parle de production des cartes nationales d'identité et passeports. Le délégué général, la délégation générale à la Sûreté nationale, plus efficace encore et davantage, à lire dans le dossier proposé par le journal ce matin et d'autres informations aussi. Là, le journal Diapason s'intéresse à la relance post-Covid-19, l'import substitution au cœur de la stratégie, avec notamment ce que vont faire les ministres de l'économie et les ministres des finances donc pour améliorer ou booster encore l'économie au Cameroun. C'est dans le dossier proposé par le journal Diapason qui a également d'autres informations ce matin. L'autre journal, c'est l'économie qui est un kiosque qui parle notamment de la gouvernance, l'optimisation de l'exécution du budget d'investissement public 2021 en question. Tout un dossier aussi à parcourir ce matin et d'autres sujets concernant l'économie au Cameroun. Voilà ce que la presse nous propose, celle que nous avons reçue à notre rédaction. Bernard Batana, bonjour et bienvenue. Bonjour Flavien Mundongo, bonjour Thierry Niopé, bonjour à tous les téléspectateurs de la revue des Grandes Unes. C'est un plaisir renouvelé de parler ici des choses de la cité. Et je n'oublie pas de dire good morning Nord-Ouest, good morning Sud-Ouest. Très bien. Très bien. Alors donc c'est avec vous que nous allons commenter quelques sujets. Bonjour Thierry Niopé. Bonjour Flavien Ndongo, je renvoie la propriété s'appelle Nabatana. Je dis également bonjour aux téléspectateurs de la revue des Grandes Unes qui nous suivent avec beaucoup d'entrain comme toutes les semaines. D'accord, avec vous, nous faisons le tour. La nouvelle expression qui est revenue sur un sujet qui fait jaser depuis le 30, Bafoussam, des magistrats dans des salles draps, c'est le titre proposé par le journal, pour dire que les victimes des cambriolages viennent donc de saisir la CONAC, le Premier ministre également, et le ministre de la Justice, garde des Sceaux, pour dénoncer le rôle trouble des autorités judiciaires dans la libération de leurs présumés bourreaux. Oui, c'est une affaire qui se passe de tout commentaire. Vous l'avez dit d'ailleurs, elle date du 30 décembre 2020 et nous sommes suffisamment avancés, soit plus de 10 jours. 10 jours après, on continue d'en parler parce qu'en réalité, c'est une affaire assez rocambolesque. Ce sont des gens qui ont commis des forfaits, notamment à Douala, Yaoundé. Et une filature a permis de mettre le grappin sur eux, notamment du côté de Bafoussam. On a pu remonter la filière, même jusqu'au niveau de Douala. Et il y a encore l'un de ces malfrats qui continue à courir parce qu'on n'arrive pas à mettre le grappin sur lui. Mais ce qui est assez curieux, c'est que cette affaire qui a été diligentée au niveau du commissariat central de Bafoussam, puis renvoyée au niveau des tribunaux, a connu une suite tout à fait scrabeuse parce que ces malfrats-là ont été mis en liberté sans que l'on ne sache réellement pourquoi. Parce que les plaignants disent effectivement avoir été approchés par ces suspects, par ces individus sans foi ni loi, et ils ont proposé à ces derniers une somme
quand on comptabilise les deux, de pratiquement 30 millions de francs CFA, une somme qui a été refusée par les plaignants qui disent avoir perdu plus qu'il n'en faut dans ces différents cambriolages. Mais chose curieuse, le 19 décembre, ils ont été mis en liberté alors que tous les faits les accablaient, tous les éléments d'ailleurs sont passés aux aveux avec des images vidéo à l'appui des différentes caméras de surveillance. On ne comprend pas comment du jour au lendemain des gens qui sont passés aux aveux pour avoir commis des actions, pour avoir dépouillé d'honnêtes citoyens se retrouvent du jour au lendemain à l'extérieur. C'est la raison pour laquelle les plaignants ont décidé de ne pas baisser la culotte et ont porté le problème au niveau des juridictions compétentes, notamment de la CONAC qui est chargée de la lutte contre la corruption, au niveau du ministère de la Justice, notamment auprès du ministre de la Justice, du ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, mais également de plusieurs, et même de la presse de manière générale, parce qu'il faudrait quand même que cette affaire soit sûre. On a toujours dit, peut-être on reviendra là-dessus tout à l'heure, la justice camerounaise, une fois de plus, vient de nous démontrer ce que nous avons toujours eu à dire à Yadia, qu'elle est suffisamment corrompue et qu'il faudrait vraiment qu'on tape du poing dans la fourmilière. Très bien, alors c'est un sujet qui fait jaser, on l'a dit, et depuis qu'on en parle, et la presse s'est saisie davantage et explique également au grand public de quoi il est véritablement question. Alors, c'est une affaire d'autant plus difficile que rocambolesque. Des gens qui sont convaincus d'infractions, de vol et autres là, et qui un beau matin sont libérés. Moi, je pense que nous sommes dans une république, comme je le dis toujours, et les plaignants ont tout fait de saisir les instances suprêmes, les instances hautes, pour que la manifestation de la vérité se fasse. C'est le moins ce que je puisse dire. Et ce, d'autant plus que nous avons ici un Conseil supérieur de la magistrature. Il faut que le Conseil de discipline du Conseil supérieur de la magistrature se saisisse de cette affaire. Parce que c'est un cas d'école d'une violation grave. D'une violation grave en justice. Moi, je pense que il faut attendre. Il faut qu'une enquête soit ouverte sur cette affaire. C'est le moins ce qu'on puisse dire. On ne va pas aller arrêter, parce que nous ne sommes pas de la police pour aller arrêter les malfrats et les remettre en prison. Tout ce qu'on peut dire, c'est que le ministère prenne cette affaire en main pour que le grand public sache. Et moi, je dis toujours, lorsque une affaire est posée sur la table publique, il faut que les résultats soient donnés aussi en public. Ceux qui se sont plaints, il faut que cela suive. Et le jour où il y a un dénouement, que le grand public sache. Et justement, c'est ce que j'invite d'ailleurs les lecteurs à faire. Aller en kiosque pour lire l'article proposé par la Nouvelle Expression ce matin en page 2. Et toujours le même journal qui parle du Cameroun. Et avec une question, Jean-Michel Nitié peut-il sauver le SDF? En réalité, c'est une question de journaliste. Je continue encore que c'est une affaire interne à cette formation politique-là. Je vous rappelle qu'il y a des batailles à fleuret moucheté au sein de cette formation politique, notamment entre le président régional du SDF, qui est l'honorable Jean-Michel Nitié, qui est carrément au cœur de l'actualité ces derniers jours avec ses multiples sorties au sein du corps social, notamment pour ce qui est de la lutte contre la Covid et des détournements de deniers publics au niveau des supposés, je préfère le dire ainsi, détournements de deniers publics auprès du ministère de la Santé publique. Est-ce que c'est cette figure-là assez d'aucuns présenteraient dynamique au sein de cette formation politique-là, au Cambodge, auprès de plusieurs autres personnes? Est-ce que ce député sera capable effectivement de donner une nouvelle impulsion au SDF qui en a sérieusement besoin? Je vous rappelle que même au niveau de sa représentation à l'Assemblée nationale, au Sénat, et vous avez encore vu tout récemment au niveau des régions, le SDF est de plus en plus réduit à la portion congrue. Est-ce que ce parti qui a besoin d'un souffle nouveau pourra avoir ou a besoin d'un leader comme Jean-Michel Nitié, comme Laurent Jean-Michel Nitié, comme président d'ailleurs, comme suffisamment charismatique, bien que au sein du corps social, beaucoup de ses électeurs, notamment de Voré-Est, sa circonscription électorale aux législatives, continuent à se questionner sur l'apport que cet élu de la nation apporte au quotidien dans la gestion de
de leur quotidien, permettez la redondance, simplement parce que le rôle du député, au-delà de légiférer, au-delà de voter des lois, de contrôler l'action du gouvernement, est également d'accompagner les populations. C'est la raison pour laquelle ils bénéficient tous les ans 8 millions de micro-projets. D'aucuns diraient que ça ne présente pas grand-chose, parce que quand on regarde quand même ce que gagnent les députés ailleurs, au Cameroun, on gagne pratiquement pas grand-chose, moins d'1 million de francs CFA. Et quand on calcule avec, pas moi, hein, avec les 8 millions de micro-projets, est-ce que cela suffit généralement pour accompagner les députés à faire suffisamment de travail? Mais là n'est pas la question. Le plus important, c'est est-ce que Jean-Michel Nitieux est la figure de proue qui pourrait permettre qu'au SDF d'avoir un nouveau visage? Je crois certainement que oui, parce que quand vous regardez l'apport de l'honorable Jean-Michel Nitieux au sein du corps social et vous regardez l'apport du premier vice-président du SDF, l'honorable Joshua Ochi, vous vous rendrez compte que beaucoup de populations connaissent Jean-Michel Nitieux à cause ou grâce à sa sortie, contrairement à celui qui est censé seconder le chairman du SDF, Nidjon Fondi. D'accord. Alors, donc cette question reste en tout cas proposée par le journal ce matin. Peut-il sauver le Social Democratic Front? Mais il dit, Jean-Michel Nitieux, c'est toujours le journal qui dit, c'est un air de sapeur-pompier. Non, il faut peut-être rentrer en arrière. Au sortir des fonds baptismaux, le SDF est un parti d'action. Jean-Michel Nitieux est un militant de la première heure du SDF. C'est un homme d'action. C'est le genre de militant dont le SDF a besoin. Il a le profil de l'emploi au SDF. Par conséquent, est-ce que Jean-Michel Nitieux peut sauver le SDF? Sans doute. Je préfère être taxé d'être proche du MRC plutôt que du RDPC. C'est une petite phrase également retenue par le journal. Oui, ben c'est bon ton. Proche, parce que, vous savez, l'opposition est aussi stratifiée. Il y a une opposition qui semble se radicaliser par rapport à une opposition douce et à une opposition partisane. Donc Jean-Michel Nitieux est du SDF. Il est de la branche d'action, comme le MRC. Vous savez, le mot-clé entre le SDF de la première heure et le MRC aujourd'hui, c'est manifestation publique. Voilà le mot-clé. Le SDF de la première heure s'exprimait à travers les manifestations publiques. Vous connaissez le point levé de John Fondi et le slogan « Power to the people ». Et voilà le SDF qu'on a connu. Et nous pensons que si Jean-Michel Nitieux, qui a été nommé comme ayant pour rôle de remobiliser les troupes, comme il sait bien le faire, je pense qu'aujourd'hui, là, il est l'homme de la situation. Très bien. Alors, Thierry, c'est pour sortir du sujet. Il n'a pas été nommé. Il a été élu premier vice-président régional du Social Democratic Front pour ce qui est de la région du littoral, mais pas nommé. Maintenant, au-delà de ce qu'on a dit, hein, il est clair que le SDF, Bernard l'a dit tout à l'heure, est un parti d'action. Et quand il parle de se rapprocher ou de son rapprochement avec le MRC, simplement parce qu'au niveau de cette démarche justement d'action, on a comme l'impression que le MRC pour l'instant est l'une des formations politiques qui fait, qu'on le veuille ou pas, bouger quand même les lignes au sein du landerneau politique camerounais. Et c'est la raison pour laquelle le SDF, n'ayant non plus, ayant perdu du galon à ce niveau, n'ayant plus cette force de mobilisation de naguère, peut se rapprocher et salue d'ailleurs parfois, vous vous rappelez, des actions, des sorties de l'honorable Jean-Michel Nitieux au sujet des marches du MRC, et donc peut se rapprocher de cette idéologie. On peut donc comprendre, parce que contrairement au premier vice-président du SDF qui est l'honorable Jean-Michel Nitieux, qui est l'honorable Joshua Ochi, je veux dire, Jean-Michel Nitieux est un homme quand même de terrain, un homme d'action, on l'a vu, parfois déchirant même les tenues du RDPC, les piétinant même en pleine campagne électorale. Au-delà de ça, il a toujours eu à prendre des positions assez controversées
même au sein du corps social, pour ce qui est même du suivi de l'action gouvernementale. Je crois qu'il faut bouger quand même des lignes à ce niveau. Mais je crois que c'est un nombre d'actions dont le Cameroun a besoin. On a besoin des politiciens de cette trempe qui, effectivement, peuvent faire bouger les lignes, parce que c'est de cela, justement, que naît une véritable démocratie. Alors, peut-il sauver le SDF? Le journal nous apprend qu'il a la lourde charge, la lourde tâche d'élaborer la nouvelle stratégie opérationnelle du parti. Et là, on va lire la suite en page 3 du journal ce matin. Autre sujet que je vous invite à découvrir dans la presse, il y a le quotidien Mutation qui parle notamment de crise sécuritaire. Janvier vire donc au rouge avec des chiffres évoqués par le journal. On parle de 12 morts vendredi dernier à l'extrême nord, suite donc à une attaque de Boko Haram. Un raid des sécessionnistes fait 6 morts à l'ouest de Cameroun. Début d'année dans le sang, dit le journal. Alors, ce n'est pas un début d'année dans le sang, mais c'est plutôt la continuité. Je dis toujours ici que le problème du Boko Haram, les crises dans le nord-ouest et le sud-ouest et le Boko Haram sont comme des marronniers qui chaque jour font des morts. C'est des morts de plus dans le compteur. Parce que, justement, les raids se multiplient et continuent. Tout ce qu'on peut faire, on ne peut que déplorer cela. Aujourd'hui, on a compté 18. Moi, ce que je peux dire, c'est que le compteur reste ouvert. Parce que la situation reste encore tendue sur le terrain. Voilà. Alors, Thierry, avec le titre « Janvier vire au rouge », cette mutation. Oui, malheureusement, l'année a commencé très difficilement, il faut le dire. 6 morts du côté de Babadjou. En réalité, ce n'est même pas du côté de Babadjou, c'est entre la frontière entre Babadjou et Santa, parce que la localité de Matazen est effectivement, c'est une zone frontalière. Vous vous rappelez effectivement de la sortie. Un Indian Fondi à l'époque disait que le péage ne doit pas exister à ce niveau, parce que en principe, quand on traverse cette zone, on n'est plus à l'ouest. On est déjà du côté du nord, c'est carrément la frontière, c'est la zone limitrophe entre l'ouest et le nord-ouest, et Babadjou est la zone frontalière. Donc on a 15 km de Santa, c'est une zone que je connais suffisamment bien, et je crois que les forces de maintien de l'ordre, surtout les hommes en tenue, quadrillaient davantage cette zone pour essayer de tamiser ce qui pouvait être. Malheureusement, ces gens ont perdu leur vie, on s'incline devant leur mémoire parce qu'ils ont fait don de leur vie pour protéger les citoyens. Malheureusement encore, ce qu'on a vécu du côté de Boko Haram, où on dénombre 12 personnes tuées, c'est comme pour dire, Flavien Ndongo, Bernabatana, que l'ennemi ne dort pas. Nous devons rester, comme on le dit dans la Bible, comme ces vierges-là qui devraient toujours rester permanemment en éveil, parce que on ne sait pas quand l'ennemi peut surgir, on ne sait pas sous quelle forme il peut revenir. Donc, vivement que la population continue à travailler d'arrache-pied là-dessus, et surtout que les hommes en tenue qui sont en principe chargés de protéger les citoyens des biens ne se découragent pas face à ces morts que nous dénonçons avec beaucoup d'énergie, et que le gouvernement de la République travaille davantage pour trouver des solutions pacifiques et pérennes à la résolution de ces crises qui secouent le Cameroun. Parce que là, vous parlez de l'extrême nord, vous parlez de la région frontalière entre l'ouest et le nord-ouest, donc ce qui nous renvoie dans la crise anglophone. Mais ce que vous semblez oublier, c'est qu'à l'est également, du côté de Bertois et les autres parties du pays, ils sont aussi soumis en tout cas aux attaques, aux velléités des rebelles de la Séléka, du côté qui viennent de la Centrafrique. Donc le Cameroun est pratiquement tiré sur 3 fronts. Il n'est pas donc facile pour les autorités policières, militaires et même administrative de gérer toujours cette situation-là. C'est la raison pour laquelle on appelle beaucoup plus la collaboration des populations, mais également il faudrait que ceux qui nous gouvernent comprennent qu'on ne peut pas gérer un pays dans cette situation-là, et qu'on trouve de manière définitive la solution à ces problèmes, parce que les populations qui meurent au quotidien ne demandent qu'à vivre, parce que ces ministres ne sont pas tués au quotidien. Ce sont ces gens qui sont au quotidien dans ces endroits, dans ces lieux-là, qui perdent malheureusement leur vie. Il faudrait trouver une solution définitive. Alors, janvier vire au rouge, c'est le titre de mutation
méditation ce matin et l'aide du Sahel revient également sur ces terroristes qui ont frappé avec un hommage aux 13 victimes de Mozogo. Et là, Cameroun Tribune de ce matin s'intéresse à cette actualité, mais cette fois dans la région de l'Est Cameroun, donc avec les réfugiés de la crise sécuritaire en République centrafricaine. Paul Biya, solidaire, le ministre de l'administration territoriale y a séjourné. Ben oui, c'est le rôle du président de la République, lorsque dans son territoire, nous sommes humanitaires, c'est un pays d'accueil, c'est le rôle d'un président de la République d'aller aux côtés de ceux qui souffrent, d'aller aux côtés de ceux qui ont des problèmes, d'aller aux côtés de ceux qui ont quitté leur pays du fait de la guerre, du fait des conflits, pour se réfugier dans un autre pays. On ne peut pas dire plus. Bon, maintenant, ce qu'il faut demander, c'est que des moyens soient mis en œuvre pour que ces conflits-là s'arrêtent, pour que ces conflits-là prennent fin. C'est le moyen qu'on puisse dire, M. Ndongo. Voilà. On n'a pas d'autre chose autre à dire que cela, que demander que des mécanismes soient mis en place pour que les crises s'arrêtent. C'est multiforme au Cameroun comme partout ailleurs. Cela supposerait que on résolve, qu'on prenne compte des désirata des populations qui mènent justement vers ces crises-là. D'accord. Alors le journal le fait savoir ce matin avec Paul Biya, solidaire justement à ces populations camerounaises qui sont des réfugiés et même aussi des populations venues d'ailleurs de la République centrafricaine. Il faut les accompagner, c'est ce que le ministre de l'administration territoriale est allé faire, donner quelques présents à ces derniers. Oui, mais il faut aller au-delà de ces présents parce que ce qu'on ne dit pas, dans ces populations-là, il y a également beaucoup d'opérateurs économiques qui ont presque tout perdu dans ces différents conflits-là. Je vous rappelle qu'à cause de la situation sécuritaire qui prévaut en Centrafrique, surtout que c'est un pays qui sort d'une élection présidentielle qui a vu une fois de plus l'élection de Faustin Archange Touadéra à la tête de ce pays pour un deuxième mandat, on espère, parce qu'on a l'habitude de dire en Centrafrique, même les grenades se vendent comme du petit pain. Et il faudrait justement que les gens qui sont derrière ces conflits-là comprennent que quand on est choisi par Dieu, je l'ai toujours dit, tout pouvoir émanant de Dieu, quand on est choisi par Dieu, on doit gérer les brebis, on doit gérer le troupeau de Dieu avec beaucoup d'amour, avec beaucoup d'entrain, avec beaucoup d'intelligence. Parce que généralement, c'est l'égocentrisme des hommes qui est à l'origine de tous ces conflits. Le Cameroun et le monde entier viennent de célébrer la journée internationale de l'enfant orphelin. Alors ils sont des milliers comme ça qui s'enregistrent au quotidien dans le monde à perdre leurs parents du fait de cet égocentrisme des hommes. Il faudrait que l'on comprenne que la patrie d'abord, et quand on met la patrie d'abord, il y a des choses qu'on ne fait pas. Ça veut dire on gère un bon père de famille, parce que quand il y a des conflits, ça pousse justement à ce personne ne peut accepter perdre sa vie dans un conflit. C'est la raison pour laquelle il y a ces déplacés internes et externes. Le Cameroun qui abrite les déplacés de la Centrafrique n'est pas... Même au Cameroun, il y a des déplacés externes et internes à cause ou du fait de la guerre anglophone ou de la crise anglophone entre le nord et le sud-ouest. Il y a des déplacés. Nos familles en reçoivent au quotidien et ailleurs d'ailleurs. Faites un tour du côté de Bonaberi ou du côté de Yaoundé. Limbé, Bouyaki avait d'ailleurs les plus belles écoles en matière d'internat. Aujourd'hui, tout a été pratiquement dépouillé de ce côté. Les enfants sont revenus dans leurs familles respectives et la vie, la quiétude n'est plus celle-là. Donc il faudrait que ceux qui gèrent la cité, Bernard a l'habitude de dire, la gestion de la République, c'est la gestion de la cité. Donc ceux qui gèrent les affaires publiques, les affaires de la République doivent comprendre que si tous les Camerounais meurent, si tous les Africains meurent, ils vont encore gérer quoi? Donc il faudrait savoir comment gérer les hommes. D'accord, nous sortons de l'émission, il est pratiquement... nous sommes arrivés à la fin, en tout cas, de cette édition, ce lundi. C'est allé trop vite que par le passé, merci. Je vous souhaite de passer une très bonne journée, chers messieurs. Et là, les lecteurs vont découvrir ce que la presse nous propose demain. C'est mardi et nous serons encore sur ce plateau. Il sera 9h20. Bonne journée à tous.